Ah, voilà. Donc voilà, donc les certains sont des vidéos, c'est sûr qu'ils décidaient si on est plutôt vers le fond que hier. Voilà, je vous accueille très rapidement en disant que je suis le secrétaire du lobby des citoyens qui vous a organisé cette soirée. On a Michel Fontana. Je voulais juste lancer un tout petit peu le contexte. Le centre de gravité des conflits passe du militaire au civil. Il ne s'agit plus d'anéantir l'armée adverse, mais de prendre le contrôle de la population par n'importe quel moyen. Ce changement de paradigme bouleverse complètement la stratégie. La guerre se déroule désormais majoritairement à l'intérieur des États et des sociétés. La guerre irrégulière entre alors dans le champ de l'économie. C'est l'essor de l'économie grise, aussi appelée économie de la terreur. La motivation centrale n'est pas tant l'ordre idéologique ou religieux, mais le contrôle des ressources économiques des États-nations visés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Permettez-moi, avec ces quelques mots de Bernard Wich, spécialiste des questions stratégiques à l'Université de Lausanne, de camper le décor de cette soirée particulière consacrée sous ce titre « Les États-Unis, la Russie et la place de la Suisse dans tout ça, un point actuel de la situation géopolitique en Europe, en Russie et en Suisse en particulier ». Avec nous ce soir pour en débattre, monsieur le consul général de la Fédération de Russie, Yuri Boukov, qui termine sa mission de 4 ans en Suisse et qui va regagner Moscou en septembre pour un nouveau mandat. Il nous fait l'amitié de nous consacrer l'une de ses dernières, donc très précieuses soirées en Suisse. Nous sommes conscients. Merci, monsieur le consul général. Avec nous également ce soir, monsieur le colonel Luc Monnier, qui donnera un coup de projecteur historique sur la Russie et ce qu'elle a fait pour nous voici 200 ans, sujet qu'il connaît particulièrement bien puisqu'on le retrouve dans 2 DVD d'histoire, l'un sur le général suisse Antoine-Henri de Jomini, bien connu des Russes, qui lui doivent notamment l'Académie des cadets de Saint-Pétersbourg, et l'autre sur le général russe Alexandre Vassilievitch Suvorov, bien connu des Suisses, dont un monument rappelle dans le mois Tatal son passage en 1799 dans nos Alpes. Avec nous enfin, vous tous, qui avez répondu présent et que je remercie de nous avoir rejoints. Un public pas comme les autres, car nous avons voulu réunir ce soir des spécialistes de différents domaines, géopolitique, défense, finance, agriculture, protection des données, islam. C'est vous, en deuxième partie, qui animerez ce débat, qui sera modéré par un spécialiste de la communication, M. Uli Windisch, sociologue à l'Université de Genève et animateur du portail lesobservateurs.ch, qui a pour point commun de concentrer certaines de vos analyses et réactions. La situation tendue dans laquelle l'Europe et la Suisse sont plongées exigeait, pour en débattre, de trouver un lieu qui symbolise la résistance. Grâce à la complicité de nos amis de l'ALFP, nous avons le plaisir de vous recevoir ici, dans ce fortin de la Deuxième Guerre mondiale, propriété de l'association de la ligne fortifiée de la Promontouse, dont je salue ici les quelques membres présents. J'aimerais remercier tout particulièrement Anne-Lise Muller, secrétaire de notre association, puisque j'ai le privilège d'en faire partie, pour sa disponibilité et pour l'aide précieuse qu'elle nous a apportée, et aussi pour le dessert qu'elle a tenu à nous confectionner. Il en va de même avec son mari, Roland Muller, également membre du comité de l'ALFP et responsable roman de fort.ch, qui va maintenant nous en dire un peu plus sur cette ligne fortifiée de la Promontouse. Roland. Merci. Bonsoir monsieur le consul, bonsoir mesdames, messieurs. Donc effectivement je suis membre du comité
l'association de la ligne fortifiée de la Promontouse. Auparavant, j'étais secrétaire, mais mes tâches au travail se sont trouvées subitement augmentées par l'arrivée, après le QI, de FATCA, de Rubik, etc., des sujets que vous connaissez déjà. Donc j'étais très heureux que mon épouse ait pu reprendre cette tâche et aussi surtout qu'elle s'intéresse à cette activité. Donc la ligne fortifiée de la Promontouse, vous avez vu le bunker pendant la visite tout à l'heure. C'est une ligne qui part du bord du lac, qui va sur les sommets du Jura. C'était la première ligne de défense à l'ouest de la Suisse. Pourquoi l'ouest de la Suisse? Les Genevois s'en offusquent en pensant qu'évidemment ils sont hors du champ de défense de la Suisse, mais Schaffhausen aurait été aussi. Pourquoi l'ouest de la Suisse? Tout simplement le problème du contournement des autres lignes. Et à propos du contournement, mais évidemment, Dieu soit loué, l'Allemagne a contourné la ligne Maginot en passant par la Belgique, qui elle n'était pas défendue par la ligne Maginot. Juste une petite parenthèse, quand on dit que la ligne Maginot n'a servi à rien, en fait, elle a servi tout partout où elle existait, c'est-à-dire depuis la Corse, les Alpes françaises face à l'Italie, puisqu'l'Italie n'a jamais passé la ligne Maginot, malgré d'intenses bombardements, et ensuite le long de la ligne Maginot côté français. En fait, la ligne Maginot commence aussi à Pontarlier, vu qu'on trouve des fortins français Maginot d'autres vers Pontarlier. Finalement, elle a été vraiment contournée par le nord et prise à revers. Et les garnisons de la ligne Maginot se sont rendues bien après l'armistice à la demande d'émissaires français venus de Bordeaux. Voilà, alors cette ligne ici, comme vous le savez sûrement, a été construite à partir des années 35 avec la montée du nazisme et du fascisme. Donc il y a eu des barrages sur les routes, ensuite les bunkers ont été construits. Celui-ci a dû être rendu à l'armée en 1940, ça veut dire au dernier moment, donc on n'était pas vraiment prêt. Ensuite, au cours des années, le bunker est resté en main de l'armée jusqu'à partir de 95. L'association, c'est en 95 que l'armée a décidé de se séparer d'un grand nombre de ses ouvrages. Et l'association s'est créée pour l'utiliser comme lieu de mémoire. Donc il a été amélioré au cours de la guerre froide. Vous avez vu qu'on a deux canons en bas. Le canon des années 35-40 et ensuite le canon anti-char des années 50-60. Les mitrailleuses ont aussi été modifiées. Disons, pendant la guerre froide, de nouvelles mitrailleuses ont été installées et nous les avons enlevées, du moins en partie, pour les remplacer par les mitrailleuses qui se trouvaient là en 1940. On a aussi éliminé en principe ce qui est après la mobilisation. C'est pour ça qu'on ne voit plus que des uniformes de 1940. Là, alors ce fortin ici, il n'est pas seul, c'est pas juste un fortin quelque part, comme au Moyen-Âge on mettait un château fort, il fait partie d'un ensemble. L'ensemble, je dis, part du lac, et jusqu'au sommet du Jura, on a une douzaine de fortins qui se défendent mutuellement les uns les autres. Et derrière cette ligne, on a quelques centaines de mètres, disons peut-être 1,5 km, 2 km derrière, on a la ligne de la Dulive. Si on passe la route suisse, on voit qu'on passe un pont, on voit la petite baraque pour mettre le barrage. Et là, il n'y a pas de bunker, mais il y a des postes de tir et la rivière a été canalisée. C'est un obstacle anti-char. Et ensuite, à la hauteur d'Ikea, on a la rivière Lobonne qui descend depuis le Jura. Et là, on a une nouvelle ligne avec des fortins d'infanterie. Et si on va plus loin, on arrive alors à la rivière La Mentue qui se jette dans le lac de Neuchâtel, qui part un peu en dessus de Lausanne, où là, on a encore une autre ligne de défense avec un certain nombre de bunkers. Donc, on voit qu'il y a tout un ensemble en profondeur. Et donc, je vois qu'on nous a sorti cette image. Donc, nous, on se trouve ici. Et on voit sur tous les passages du Jura, nous avons aussi différents ouvrages renforcés qui protègent, qui défendent ces passages. On a aussi le Jura qui n'est pas protégé. Et la ligne de la Limate qui a été prévue à l'époque comme ligne de défense, de résistance. Je ne la connaissais pas cette carte, je la découvre maintenant. Pour en finir avec notre association, donc l'association est membre
de ce que vous avez vu de www.fort.ch. C'est une association, plutôt une fédération d'associations identiques à la nôtre qui s'est créée en Suisse à partir de la fin des années 90. Et parmi les membres de cette fédération, on a le fort de Prégirou qui est ici sur le col face au col de Jougne. Alors quand on a des Français qui viennent, je leur rappelle aussi que les Français aussi ont fait des forts du côté suisse, donc ils avaient aussi peur de la Suisse. En fait, c'est pas peur de la Suisse, c'est plutôt peur que les Italiens traversent la Suisse. On a aussi ici le fort L'Écluse, au bout en France. Donc le fort Prégirou, c'est le seul fort d'artillerie ici en Suisse romande. Et ensuite, on a toutes sortes de fortins le long de la frontière de Châtoise. Il y a 3 associations qui se sont créées dans cette région. Et on a d'autres associations, comme ici à Martigny, ou plutôt avec Champais, le fort de Champais, qui regroupe 2 forts d'artillerie. On a ici une autre association à Saint-Maurice, qui est plutôt par là. Et maintenant, depuis cette année, on peut visiter le fort, une partie du fort qui se trouve en haut d'Aillé, voilà, merci. Donc c'est aussi ouvert au public. On a ici différentes associations au Tessin et dans les Grisons. On a aussi quelques grands forts de Sargans qui sont ouverts au public maintenant, celui de Maglet, celui de Fourguel, ici. Maglet est encore utilisé par l'armée. On a d'autres forts ici. Un des premiers forts fin des années 30, c'est Ellsberg, qui se trouve ici. On a le fort de Reuenthal, le long du Rhin. Alors, l'Allemagne a critiqué la Suisse quand elle a créé ce fort de Reuenthal dans la fin des années 30. En fait, c'est un geste inamical vis-à-vis de l'Allemagne. Pourquoi est-ce que vous créez des forts contre nous? C'est vraiment un geste inamical. La Suisse a pu rétorquer, elle en faisait aussi un du côté français. L'idée, c'était surtout d'éviter peut-être que l'Allemagne passe par là. Et bon, vous imaginez peut-être que les Français allaient passer par la Suisse pour rentrer en Allemagne. Ce qu'on a découvert après coup, parce que les Français n'ont pas détruit leurs documents confidentiels lorsqu'ils ont été envahis, les Allemands ont découvert des documents secrets, des accords entre l'état-major allemand, français et le général Guisan. On n'avait pas parlé apparemment au Conseil fédéral. Si les Allemands entrent, les Français entreraient ici et prendraient place sur le plateau de Gempel-Verbal. Et on peut retrouver des ouvrages béton dans le terrain qui ont été construits par la troupe suisse aux dimensions des canons d'artillerie français. Je crois que les Suisses n'avaient pas compris qu'est-ce qu'ils construisaient, pourquoi c'était comme ceci, mais ça pouvait permettre de loger un canon d'artillerie français. Donc tout ça, ça a été découvert par les Allemands lorsqu'ils ont envahi la France. Évidemment, problème diplomatique à Berne, qui a dû s'expliquer et sans doute aussi s'excuser. Donc, quand on critique peut-être nos politiciens, nos conseillers fédéraux des années 40-45, quand la Suisse était complètement entourée physiquement par une force ennemie avec impossibilité, sans son accord, de passer des marchandises essentielles, comme le charbon par exemple, je veux dire, notre conseil fédéral actuel baisse plus vite les bras, il me semble, que nos conseillers fédéraux des années 40 qui étaient quand même soumis à une pression que maintenant, du moins me semble-t-il. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de notre association, juste pour dire qu'elle a plus de 300 membres individuels et aussi une trentaine de membres sous forme d'associations ou les communes locales. Si vous êtes intéressé à rejoindre l'association, vous serez les bienvenus. Nous avons des cartes d'adhésion. La cotisation, si on veut parler argent, c'est 50 francs par an. Ça vous permet aussi de louer cette salle à un prix réduit. En principe, on ne la loue qu'aux membres ou qu'à des personnes recommandées par les membres. Vous pouvez faire des repas, vous pouvez tenir des conférences, on a Wi-Fi, vous pouvez vous connecter sur Internet depuis ici. On organise aussi quelques visites dans le terrain au printemps et en automne, plus aussi d'autres conférences en soirée ici pendant la semaine. Merci Roland. Merci.
Bon, c'est d'une autre époque. Ça fera bien, mais il faut descendre au sous-sol. C'est toujours 5 francs la commune. Alors, le premier groupe est là. Soyez prudents, là il y a un escalier qui est ça c'était le logement Alors ici vous avez en somme, c'est l'endroit où les hommes pouvaient tirer et défendre leur position. L'idée c'était d'éviter que l'ennemi franchisse la promontouse. Vous avez toute la ligne de Puvic où il y a c'est le Toblerone, et puis il y a des Fortins tout le long, et puis ici il y en a un qui était, pas dire le principal, mais qui était très intéressant parce qu'il y avait la route nationale quasiment, c'est là où quand l'ennemi vient, il essaie toujours de prendre les plus grands axes, c'est d'habitude en général. Et puis ils avaient ici des moyens limités, mais qui pouvaient quand même leur permettre, si ce n'est d'arrêter, au moins de ralentir un ennemi. Alors vous avez une position de mitrailleuse à gauche, vous avez un canon ici, anti-char, vous avez un observateur ici, puis vous avez encore 2 mitrailleuses à droite. Quand on fait une visite générale avec des enfants ou autres, on va encore ouvrir les volets dehors, qu'ils puissent observer le paysage. Et puis, il y a des opticiens qui ont refait, je ne sais pas si ça marche maintenant, qui ont refait des panoramas intérieurs de ce qu'on pourrait voir, ou de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Parce que maintenant, les arbres ont poussé, toute la végétation est différente, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'était l'élément combat. Après, il y a l'élément, on va appeler ça survie pendant le combat, qui est là en dessous. Tout est ventilé, tout est fait, il y a des réserves d'eau, il y a tout ce qu'il faut pour tenir le plus longtemps possible. On peut descendre ici. Et là, vous avez une petite exposition du matériel qu'il y avait à l'époque. Si Charles, c'est non, sur les indications et après c'est presque comparable à ce qu'on a aujourd'hui comme un fusil contre-sniper. On utilise ça pour des chars à l'époque. Maintenant on utilise ça pour dégommer du sniper. Donc tu vois le travail. Moi j'ai eu le commandant de compagnie, le commandant, j'avais toujours dans ma caisse 3 bougies qui étaient la batterie de mon ordinateur. Voilà, c'est très documental maintenant tout ça, parce que vous avez encore le célèbre couteau suisse de l'époque. Les épouvantables services en aluminium qu'on utilisait même dans les casernes. Il n'y avait pas des services dans les casernes, on prenait au service aluminium. Oui, il y a il y a des fois de la... Oui, ça c'est du tout. Ici.
Vous avez, qu'est-ce que je peux encore vous dire là, le célèbre mousquetaire. Il reste combien de temps là? On va rester combien de temps? Il restait facilement une semaine s'il fallait. Hein. Et puis, ben, ils observaient, les courageux sortaient les premiers. Pour aller prendre l'air. Je sais pas comment. Je connais pas, j'ai pas de livre qui nous donne la fréquence d'entrée et de sortie. Et puis, alors le chef, lui, il était quand même séparé, il avait sa chambre ici, on a mis maintenant une fenêtre. Et oui, il avait une fenêtre, il avait une porte. La chambre du chef, vous voyez, il avait son pistolet assis, il avait des gens ici. Incroyable. Hein? Je vois qu'il y avait une commande de mine à distance, là. Oui. Ça sautait où? Alors, franchement, il devait avoir des ponts des Avouillots, vous voyez. Oui. C'est le pont qui est juste à côté. Ah oui, tout simplement. Ouais, on peut le faire sauter. Mais tout ça, c'est vraiment quand ça allait mal. Hein, parce que, Ah oui, c'est pas le soir de Noël. l'art de la destruction, c'est de savoir si on est plus fort après la destruction qu'avant. Mais il y avait ce qu'il fallait pour détruire un pont. Alors, Il y avait tout ce qu'il fallait pour détruire si nécessaire. tous les ponts étaient minés. C'est ça. Tous les ponts étaient minés. Les tunnels aussi. Les tunnels aussi. Les tunnels, les routes. Non, c'est impressionnant. Moi, je connaissais ça très bien parce que j'étais chef du génie de la brigade frontière. Et on a chargé une fois en exercice tous les ponts de l'Aubonne. C'est tout un boulot. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait entre les gars du génie qui venaient charger le pont et les officiers d'infanterie qui avaient un dispositif de défense de l'endroit. Et tout d'un coup, il y avait un ordre qui descendait de faites sauter le pont, etc. Alors, la chose intéressante, c'était de voir si les types, au niveau de l'ouvrage, ils savaient se comporter. Parce que le chef tactique, il doit avoir l'intelligence de dire au gars, maintenant tu fais sauter, mais tu pars par tel endroit. Parce qu'autrement, s'il partait d'un mauvais côté, on perdait de la troupe pour rien du tout. Donc, il y avait ce souci de la survie après la destruction, qui a des fois été un petit peu négligé. Je disais, moi, que les casquettes se doraient sur la tranche et souvent la poussière restait dessus. Vous voyez. C'était heureusement pas toujours le cas. Ça a eu été. Alors voilà le dispositif que ces braves bons hommes utilisaient. Vous avez ici le célèbre livret de service militaire, où les jours de service sont notés. Et puis ça, c'était des cartouches qui étaient distribuées, qui allaient dans les cartouchières. Ils mettaient des chargeurs dans les cartouchières, c'était prêt à charger le magasin. Voilà. Pourquoi ça s'appelle SIDA? Alors ça, c'est des produits de nettoyage de l'époque. Alors on retrouve des... Avant la maladie. C'est assez marrant. C'est assez marrant, ça servait seulement pour les lavabos. Hein. Je vous fais remarquer. Et puis vous avez le zizi. C'était une poudre très moussante pour les nettoyages et le curage. Vous savez, en fait, c'est très rigolo de retrouver ça, parce que c'est vraiment de l'époque. Hein. Ce sont des noms allemands ou français? Non, c'était suisse, c'était fabriqué en Suisse. Vous voyez, c'est fabriqué à Pfeffikon, le sort Rhein, poudre à nettoyer nouveau, meilleur. Ils faisaient déjà de la pub à l'époque. La plus blanche. La pub, oui. Non, mais c'est très sympathique. Le savon à 7,2% de matière grasse. Le Sunlight, ça c'est connu tout au fond, là, vous voyez. Le savon Sunlicht, là, c'est connu. Encore maintenant. Vous aviez vous pouvez faire du morse ici, bref, il y avait même une ligne directe jusqu'à Vic.
téléphone. C'est des gars qui étaient rodés, qui connaissaient ça. Alors ici, il était là aussi. C'était quoi, une quinzaine? Maintenant, vous pouvez compter combien il y a de lits, là, ça vous intéressait. Alors, 24 lits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ce sont 12 ici. À faire marcher le truc. Et en haut, il y en avait presque le double. Ça, c'est ce qu'on appelle le célèbre sac à poil. Sac à poil. Oui, c'est un sac à poil. C'est pas pour Halloween. Et là, moi qui suis né en 1939, quand j'ai été à l'école de Toulon en 59, j'ai touché ce sac-là. Alors c'est très difficile de mettre sa tenue de sortie avec 2 paires de pantalons, 2 chemises, une cravate ou 2, des chaussettes de réserve, et tout ce qu'il faut, puis arriver à mettre encore la capote autour, la plier soigneusement autrement, c'était pas accepté. Et puis sur le dos, si vous faisiez 40 km avec ça, avec encore le tube roquette ou on n'avait pas de mitrailleuse à l'époque, on avait des fusils mitrailleurs, ben, vous êtes content de le poser pour 40 km. Voilà. C'était des vaches. Ça devait être des Schwyzoises, d'après le... Ben oui, surtout pour une. Ça s'appelle acheter. Voilà. Il ne faut pas tous trop fort, évidemment, pour vivre ici. Il est petit, le lit, hein? Non, il est petit.